Le 28e jour du procès fédéral de Sean Diddy Combs marque un véritable point de bascule. Ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui jette une lumière dérangeante sur ce qui se trame réellement derrière les portes de cette salle d'audience new-yorkaise. Un procès présenté comme celui du siècle, et pourtant, rien ne se déroule comme prévu. Cela fait maintenant 6 semaines que les révélations s'enchaînent, des témoignages écrasantes, des vidéos à charge, des preuves qui semblaient irréfutables. Et malgré tout cela, la défense de Diddy vient de prendre une décision aussi choquante qu'incompréhensible. Elle baisse les bras. Pas de manière officielle, mais dans les faits, oui. Aucun témoin, aucune expertise opposée, simplement quelques documents transmis au jury, et ce sera tout. Des millions de dollars investis dans une défense qui, au final, ne présentera presque rien. Lundi 23 juin, à 14h30, dans la salle d'audience fédérale de Manhattan, l'agent Circiello terminait un témoignage accablant. Et au lieu de contre-attaquer, la défense se retire. Une décision qui laisse tout le monde sans voix. Les jurés ont vu des vidéos que personne d'autre ne verra jamais. Diddy lui-même filmait ce que l'accusation appelle des « freak-offs ». Mais voici ce qui rend cette journée historique. Alors que l'accusation présente ses preuves les plus accablantes, les avocats de Diddy restent assis. Silencieux. Ils ne contestent rien. Ils ne posent aucune question. Ils regardent leurs clients se faire détruire en temps réel. Et ils ne bougent pas. C'est à ce moment précis que se révèle quelque chose de plus grand que ce procès. Quelque chose qui va bien au-delà de Sean Combs et qui implique des noms que vous connaissez tous. Pour comprendre l'ampleur des enjeux, il faut remonter au début. Pas au début du procès, mais au début de l'empire Bad Boy Record. 1993, Sean Combs n'a que 24 ans lorsqu'il fonde sa société. En apparence, c'est l'histoire d'un jeune entrepreneur noir qui réussit dans un secteur difficile. Mais les enquêteurs fédéraux racontent une autre histoire. Ils décrivent un système sophistiqué, organisé et méthodique. Il ne s'agit pas seulement d'un label de musique, mais de ce qu'on appelle une entreprise criminelle au sens de la loi RICO. Cette même loi a servi à démanteler la mafia. Il a fallu 6 semaines à l'accusation pour démontrer le fonctionnement de cette entreprise. Comment il a mêlé activités légales et illégales. Comment il a eu recours à l'intimidation, à la corruption et au chantage. Comment il a fait entrer des femmes d'État dans l'État. Comment elle organisait ce qu'elle appelle publiquement des événements privés. Et au cœur de tout cela, Christina Korom, le bras droit de Diddy. Sa complice, sa coordinatrice. Dans les messages, les textes présentés comme preuves, elle organise tout. Elle contrôle tout pour Diddy. Semaine après semaine, l'affaire se resserre. L'accusation présente des témoins qui décrivent un système d'exploitation systématique. Cassie Ventura, l'ex-petite amie de Diddy, raconte des années d'abus. Jane Doe, dont l'identité reste secrète, confirme le témoignage de Cassie. Mais les témoignages ne sont qu'un début. L'accusation s'appuie sur des preuves matérielles. Des enregistrements audio où l'on entend Diddy donner des ordres. Des SMS détaillant l'organisation du freak-off. Des transferts d'argent correspondant exactement à la date des événements décrits. Et puis il y a les vidéos. Ces célèbres enregistrements réalisés lors des perquisitions dans les propriétés de Diddy. L'accusation en a sélectionné quelques-uns. Les plus explicites, les plus compromettants. Le jury les a regardés avec des écouteurs, à l'abri des regards du public et même des avocats de la défense. L'agent Circello, qui a visionné les enregistrements pendant des heures, a témoigné de ce qu'il a vu. Sean Combs est clairement visible dans ces vidéos. On le voit retirer ses lunettes, ramasser quelque chose par terre, s'asseoir. Pendant tout ce temps, les activités sexuelles se poursuivent autour de lui. Ces vidéos ne constituent pas des preuves indirectes. Ce sont des preuves directes et irréfutables. De la participation de Diddy à ce que l'accusation qualifie d'entreprise criminelle. Et face à ces preuves accablantes, que fait la défense? Rien, absolument rien. Aucun témoin expert pour contester l'interprétation des vidéos. Aucun témoin moral pour témoigner sur la personnalité de Diddy. Pas même Diddy lui-même à la barre, alors que ses avocats lui avaient laissé entendre qu'il témoignerait. Leur stratégie semble se résumer à l'espoir que le jury ne comprenne pas les accusations portées contre leurs clients. Ils ont même soumis une version alternative des formulaires de verdict, une version volontairement confuse qui oblige les jurés à écrire eux-mêmes les crimes qu'ils pensent avoir commis. C'est comme si, au lieu de défendre leurs clients, ils cherchaient à noyer le poisson, à créer juste assez de confusion pour obtenir un jury qui ne s'accorde pas. Mais voici ce qui rend cette stratégie vraiment suspecte. Christina Korom n'est ni témoin à charge ni témoin à décharge. Elle n'est même accusée de rien. Elle est simplement absente. Pourtant, son nom apparaît dans presque tous les documents. C'est elle qui a organisé les affrontements. C'était elle qui coordonnait les mouvements. C'était elle qui gérait les paiements. Si Diddy dirigeait une entreprise criminelle, Christina Korom en était la chef.
Alors pourquoi n'est-elle pas ici? Pourquoi le gouvernement ne l'a-t-il pas poursuivie? Pourquoi la défense ne la cite-t-elle pas à comparaître pour affirmer que c'est elle qui prenait les décisions, et non Didi? Il n'y a que deux explications possibles. Soit elle coopère avec le gouvernement dans le cadre d'un accord secret de plaidoyer, soit elle bénéficie d'une protection que nous ne comprenons pas encore. Et puis, il y a l'affaire Kanye West. Au milieu de ce procès, une nouvelle plainte civile fait surface. Lauren Piscata, une ancienne employée de Didi, accuse Kanye West d'agression sexuelle lors d'une séance d'enregistrement en 2023. Une séance co-organisée par Didi. Mais voici le détail troublant, la plainte ne mentionne absolument pas Didi. Même s'il s'agissait de son studio, de sa fête, de son événement. Pourquoi épargner l'homme au cœur du scandale? Kanye West et Didi ont eu des conflits publics. Kanye a traité Didi de criminel et l'a accusé publiquement. Puis, soudain, ils se sont remis à collaborer musicalement. Et maintenant, cette plainte, qui semble destinée à compromettre Kanye sans toucher Didi. S'agit-il d'un chantage? Didi détient-elle des informations compromettantes sur Kanye? Sur d'autres célébrités? Et ces informations sont-elles désormais entre les mains du gouvernement? Car c'est là le véritable mystère de ce procès. Les enquêteurs ont saisi des téraoctets de données lors de perquisitions. Des milliers d'heures de vidéos. Des dizaines de milliers de photos. Des conversations enregistrées avec des dizaines de personnalités. Mais l'accusation ne présente qu'une petite partie du procès. Juste assez pour condamner Didi, mais pas assez pour compromettre d'autres personnes. Où sont les enregistrements des célèbres soirées de Didi dont tout le monde parlait? Où sont les vidéos impliquant des hommes politiques, des acteurs, des athlètes? Où sont les preuves des services que Didi aurait rendus à certaines personnalités en échange de leur silence ou de leur protection? Revenons au formulaire de verdict. Parce que cela révèle un élément important de la stratégie des deux camps. Le formulaire du gouvernement est clair et détaillé. Accusation numéro 1. Association de personnes ayant commis des violations de la loi RICO. Le jury doit déterminer si Didi dirigeait une entreprise ayant commis au moins 2 des crimes suivants en 10 ans. Enlèvement, incendie volontaire, corruption, intimidation des témoins, travail forcé, trafic sexuel, prostitution, distribution de drogue. Chef d'accusation 2 à 5. Concerne spécifiquement Cassie Ventura et Jane Doe. Trafic sexuel. Transport interétatique à des fins de prostitution. Accusation précise. Avec des éléments de preuve précis. Le formulaire de la défense utilise un langage technique et demande au jury de consigner par écrit les crimes qu'ils pensent avoir été commis. C'est une tactique désespérée pour semer la confusion, en espérant qu'un jury perdant ne parviendra pas à un verdict unanime. Revenons à ce jour du 23 juin, alors que l'agent Circiello présente son témoignage final, l'atmosphère dans la salle d'audience est tendue. Les jurés regardent des vidéos que personne d'autre ne peut voir. Même les avocats de Didi ne voient pas les écrans. Et Didi? Il reste assis, impassible. Ses avocats ne posent pas de questions. Ils ne remettent pas en question l'authenticité des vidéos. Ils ne contestent pas l'interprétation de l'agent Circiello. C'est comme s'ils avaient déjà abandonné. Comme s'ils savaient d'avance que la bataille était perdue. Ou comme s'ils jouaient un rôle dans une série dont nous ne comprenons pas encore toutes les règles. Parmi les preuves présentées ce jour-là, on trouve des SMS échangés entre Didi et Jane Doe, particulièrement révélateurs. Jane Doe écrit « Cela fait 3 ans que je n'ai pas eu à coucher avec des inconnus. Je ne peux plus me produire dans une autre chambre d'hôtel pendant des jours et des jours. » La réponse de Didi « Laisse-moi te faire l'amour. » Jane Doe répond « Je viens de donner naissance à mon enfant. » Ces messages révèlent plusieurs choses importantes. Premièrement, ils confirment que ce système d'exploitation perdure depuis des années. Ils démontrent ensuite que Didi était directement impliqué dans la coordination de ses activités. Enfin, ils révèlent qu'au moins une des victimes avait un enfant et que ces activités se déroulaient dans des environnements où des enfants étaient présents. Des rumeurs circulent selon lesquelles Jane Doe serait Daphne Joy, l'ex-petite amie de 50 ans et mère de son fils. Si c'est vrai, cela expliquerait pourquoi 50 ans a été si virulent dans ses attaques contre Didi ces dernières années. Cela expliquerait également pourquoi l'identité de Jane Doe reste secrète. Les messages présentés comme preuve révèlent l'étendue du système. Christina Korom dit à une assistante « Nous avons besoin de plus d'huile pour bébé. 20 bouteilles. Nous en avons besoin de 20 maintenant. » Ce message apparemment inoffensif révèle plusieurs éléments troublants. Premièrement, il confirme que ces événements ont duré suffisamment longtemps pour épuiser de grandes quantités de produits. Deuxièmement, il démontre que Christina Korom était au courant de tous les détails de l'organisation. Finalement, il révèle l'urgence avec laquelle ces demandes ont été traitées. Un autre message, cette fois à Jess Russo, le responsable des voyages. « Je dois le faire venir d'Atlanta jusqu'ici.
Ces conversations ne sont pas déconcertantes. Ce sont des ordres donnés dans un système où Didi faisait semblant de déplacer des femmes et des hommes comme des pions sur un échiquier. Les dossiers financiers complètent le tableau. 15 000 $ à Jane Doe, 5 000 $ à un associé nommé Fahim. Tous ces transferts correspondent exactement à la date des événements décrits par les témoins. Mais voici la véritable question que soulève ce procès. Si le gouvernement dispose de toutes ces preuves contre Didi, qu'en a-t-il contre d'autres personnes? Les enquêteurs ont rassemblé des milliers d'heures d'enregistrement, des téraoctets de données et des correspondances avec des dizaines de personnalités publiques. Et nous n'en voyons qu'une infime partie lors du procès. Le gouvernement utilise-t-il ces informations pour obtenir la coopération d'autres personnes? Certaines célébrités, certains hommes politiques, certains hommes d'affaires paient-ils aujourd'hui le prix de leur silence en échange de leur protection? Cela expliquerait pourquoi tant de personnalités, régulièrement vues lors des événements de Didi, sont désormais totalement muettes. Cela expliquerait pourquoi certains témoins potentiels ne sont jamais convoqués. Cela expliquerait même pourquoi la défense de Didi semble si passive. Revenons à l'affaire Kanye West, car elle illustre parfaitement ce point. Kanye a été l'un des rares à critiquer publiquement Didi. Il l'a qualifié de fédéraliste, suggérant que Didi collaborait avec le gouvernement. Il a publié des captures d'écran de leurs conversations privées, révélant des tentatives d'intimidation. Puis, soudain, Kanye prend du recul. Il collabore à nouveau avec Didi sur le plan musical. Et maintenant, cette plainte au civil semble destinée à le faire taire. Coïncidence? Ou assistons-nous en temps réel au fonctionnement de ce système de chantage et de contrôle? L'étrange équipe de défense de Didi commence à prendre tout son sens. Ils ne défendent pas vraiment leurs clients. Ils jouent leur rôle dans une émission dont l'issue est déjà déterminée. Didi sera probablement condamné. Mais sa sentence servira aussi de message à tous ceux qui pourraient être tentés de parler. Le message est clair. Nous avons aussi des preuves contre vous. Alors gardez le silence. Parallèlement, en limitant les preuves présentées au procès, le gouvernement protège d'autres personnes susceptibles d'être compromises. C'est un équilibre délicat. Condamner Didi pour satisfaire l'opinion publique, sans révéler l'ampleur réelle du système. Ce procès soulève des questions fondamentales sur la nature du pouvoir à Hollywood et dans l'industrie musicale. Depuis des décennies, des rumeurs circulent sur les événements de Didi et sur ce qui s'est réellement passé. Nous avons désormais la confirmation que ces rumeurs étaient fondées. Mais nous ne connaissons que la partie émergée de l'iceberg. Les véritables secrets, les véritables connexions, les véritables mécanismes du pouvoir demeurent cachés. Ils sont désormais entre les mains du gouvernement, qui peut les utiliser à sa guise. C'est peut-être là la véritable révélation de ce procès. Non pas que Didi soit coupable, mais le système qu'il a créé était bien plus vaste, bien plus connecté et bien plus protégé que nous l'imaginions. Car une chose est sûre, ce procès ne concerne pas seulement Sean Diddy Combs. C'est une fenêtre ouverte sur un système que nous commençons à peine à comprendre. Et c'est peut-être exactement ce qui était prévu dès le départ. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la direction que prend ce procès.